Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur la reproduction, activité 3 donc, qui fait suite aux activités 1 et 2 dont on avait fait le bilan assez rapidement la dernière fois. On s'intéresse cette fois-ci à l'influence des conditions du milieu sur la reproduction. Donc encore une fois avec une série de documents, on va essayer de regarder dans le cas du sanglier, et on généralisera ensuite, comment l'environnement, la nourriture à disposition, ce genre de choses vont favoriser ou défavoriser la reproduction. On a ici, donc, dans votre activité, un tableau qui est connecté à un document. Donc le document que j'ai un petit peu plus bas, que voici, c'est ce document-ci, alimentation et reproduction. Nous avons donc des courbes qui vont nous montrer les périodes d'accouplement et de mise bas en fonction des mois d'année. Donc les mises bas, s'il y en a qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire évidemment les naissances. On observe ces courbes avec deux données particulières, donc en rouge, une année où la production de glands est abondante, et en bleu, une année où la production de glands est plus faible, c'est-à-dire en rouge quand il y a beaucoup à manger, et en bleu quand il y a peu à manger. Dans une période où il y a peu à manger, on observe que les périodes d'accouplement sont au pic maximum autour du mois de janvier, et donc les naissances autour du mois de mai. Si on a dans le même milieu une présence de glands beaucoup plus abondante, donc sur les courbes rouges, on observe deux choses. La première, c'est que les pics de courbe interviennent plus tôt dans l'année. Le pic d'accouplement est en novembre et le pic de naissance est en mars. Et on a aussi un pourcentage de femelles plus grand qui est en mesure de donner naissance. De la même façon, quand il y a plus de nourriture, le nombre de petits par portée est plus important. Vous constatez que sur le deuxième tableau, chaque fois que vous avez une petite flèche rouge, ce sont des années où la production de glands est abondante, et à chaque fois qu'on a des productions abondantes, en général, le nombre de petits est plus important. Quand la production est faible, évidemment, il y a moins de petits. Donc c'était sur ces résultats-là qu'on a reporté ici vite fait dans ce tableau, donc où on fait la comparaison entre les années où la nourriture est faible et les années où la nourriture est abondante. Et ça nous permet ainsi de répondre à la question B. Quelle relation existe-t-il entre la quantité de nourriture et les périodes d'accouplement ou de naissance? C'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Plus il y a de nourriture, plus la période d'accouplement et la période de naissance se font tôt dans l'année. Le second graphique nous montrait un petit peu comment le nombre de petits est également influencé par la quantité de nourriture. On a un document 2 que voici qui donne des données un peu plus précises. Donc on a sur chaque ligne, par chaque série de 2 lignes en fait, les laits, donc la lait c'est la femelle du sanglier, à un stade similaire d'âge, donc en dessous de 12 mois, de 13 à 24 mois et à plus de 24 mois. On compare chaque fois 2 à 2 en fait, la quantité de glands, si elle est abondante ou faible, et les répercussions que ça a donc, sur la masse, sur le poids de la lait durant l'hiver et sur le nombre de marcassins qu'on a à la sortie. En dessous de 12 mois, pour une quantité de glands qui est abondante, la lait fait environ 31,32 kg, elle a en moyenne 1,4 marcassins, tandis que s'il y a très peu de glands, elle fait que 15 kg, ce qui est même 2 fois moins, et il n'y a aucun marcassin qui est né cette année-là. Entre 13 et 24 mois, même comparatif, quand la quantité de glands est abondante, la lait fait également autour de 36 kg, a en moyenne 3 marcassins, tandis que s'il n'y a quasiment pas de glands, elle fait que 30 kg, donc elle perd moins en poids, mais la moyenne de naissance est à 0,2, donc c'est quand même relativement faible. Et au-delà de 24 mois, même comparatif, en cas de glands abondants, quantité de glands abondante, la lait pèse 40 kg, elle donne naissance en moyenne à 4,5 petits, donc ce qui est quand même la plus grosse naissance, en tout cas à cette période-là pour elle. Et quand la quantité de glands est faible, certes, elle va perdre encore une fois moins de poids, parce qu'elle n'est qu'à 37 kg, mais le taux de naissance sera extrêmement bas, de l'ordre de 0,3. Donc de l'instant où il n'y a pas à manger, il n'y a pas non plus de petits marcassins qui peuvent naître à la suite de ça. Hop là, c'est ce qu'on vous explique ici dans le doc, enfin la question qu'on vous pose dans le doc 2. Question C, quelle relation existe-t-il entre la quantité de nourriture et le nombre de petits? Plus il y a de nourriture, c'est ce qu'on constate, on constate que plus il y a de nourriture, plus le nombre de petits est important. Et à l'inverse, évidemment, il y a de nourriture, moins il y a de petits, voire même il n'y a pas de petits du tout. Conclusion générale de ces analyses, expliquer l'influence des ressources alimentaires sur la reproduction du sanglier. La quantité de ressources alimentaires influe sur la reproduction du sanglier. Par exemple, la reproduction se déroule plus tôt dans l'année lorsque les ressources sont plus importantes. Tout simple, s'il y a plus à manger,
on se reproduit plus tôt, on fait plus de bébés. Voilà. C'est relativement simple comme effet de corrélation. Plus de nourriture, plus de bébés, tout simplement. C'est ce qu'on peut tirer de ce tableau. Dans le cas numéro 2, indépendamment uniquement de l'environnement naturel de l'animal, il y a quand même un point qu'il faut prendre en compte dans le monde dans lequel on vit, c'est notre présence à nous les humains. De par notre activité, on a forcément une influence sur le milieu. Il est important de se rendre compte que les activités humaines perturbent énormément les écosystèmes parce que on va faire des barrages, parce qu'on va détruire des habitats naturels pour y mettre des maisons, des usines, des routes qui vont pouvoir perturber les cheminements naturels des animaux. Et il est important de prendre conscience de cet impact parce que dans un monde moderne et de plus en plus dans les années qui vont venir, il va falloir essayer de minimiser cette empreinte pour ne pas perdre plus que ça a déjà été le cas en biodiversité et ne pas causer plus d'extinction d'animaux. Vous savez sûrement qu'à l'heure actuelle, la plupart des résultats sont assez alarmants sur ça, puisqu'on se rend compte que les activités humaines perturbent beaucoup plus que ce qu'ont pensé les animaux, et qu'on est dans une phase de disparition vraiment accélérée des espèces. Donc il n'est pas trop tard pour arrêter les choses, au moins pour essayer de freiner autant que possible. Voilà, donc le point numéro 2 vous montre un petit peu comment est-ce que l'homme a cette influence. Donc la question, l'homme prédateur ou bienfaiteur, en prenant l'exemple du saumon. Donc vous avez un petit texte qui vous réexplique, pour ceux qui ne savent pas, la façon dont se reproduit le saumon. Donc on va dire ça ensemble. Le saumon se reproduit en eau douce dans nos rivières. Il remonte le cours des fleuves pour y frayer. Et donc y frayer, c'est se reproduire. Sachant que le reste du temps, il vit en eau salée, donc il vit dans la mer. Donc il y a un phénomène, quand le saumon veut se reproduire, il quitte l'océan, il remonte les rivières, les affluents de plus en plus haut, voilà, courageusement, à contre-courant, et il va se trouver des zones où il va pondre ses œufs qui vont se développer là, avant de reprendre le courant dans l'autre sens pour y retourner. Il y a 60 ans, on comptait le passage de 30 000 saumons qui remontaient le cours supérieur de l'Allier, affluent de la Loire, contre 84 en 1988 et 10 seulement en 1990. Rendez-vous compte qu'on passe de 30 000 saumons à 10 en 60 ans, ce qui est quand même assez effarant. Pourquoi ? Parce que sur son chemin, le saumon rencontre maintenant des pêcheurs, mais aussi des barrages hydroélectriques qui sont équipés de passes, dans des endroits qui vont permettre, on va dire, de laisser passer quand même le saumon, mais c'est forcément moins efficace qu'une rivière qui est laissée en liberté. Le niveau d'eau qui est trop bas, en fait, l'empêche d'atteindre les lieux de ponte habituels. Donc on a évidemment de moins en moins de saumons qui sont capables de faire ces trajets, de remonter jusqu'à leur lieu originel. Ensuite, un jeune qui est issu d'un œuf entreprend le trajet dans le sens inverse vers la mer à partir de l'âge de 15 mois. Il y a des ennemis naturels, donc comme le brochet, le sandre qui est également un poisson, et la mouette. Et il a également des difficultés pour y retourner dans l'eau, puisqu'il y a des barrages qu'il n'ose pas franchir, des centrales nucléaires qui pompent énormément de flotte dans lesquelles il peut être pris et qui risquent de l'aspirer en cas de prise d'eau. Les fleuves sont également pollués. Donc énormément de choses comme ça qui vont avoir une influence plutôt néfaste, on va dire, sur le développement du saumon. Donc on a quelques questions qui vous indiquent comment analyser ce texte-là, qu'on va revoir ensemble, mais qui reprennent grosso modo ce que j'ai dit en commentaire en même temps. Indique comment évolue le nombre de saumons depuis 60 ans. Constat, depuis 60 ans, le nombre de saumons diminue, 30 000 saumons passés il y a 60 ans et seulement 10 en 90. Surligne d'une couleur, donc on a pris en jaune les difficultés rencontrées par le saumon adulte, donc ça on l'a vu, les pêcheurs, le barrage hydroélectrique, le niveau d'eau trop bas. En vert, les couleurs rencontrées par le jeune saumon, le brochet, la cendre, la mouette, les centrales nucléaires, les barrages, les pollutions. Et explique de quelle façon l'homme agit sur la reproduction du saumon. Et là, on a un exemple typique d'action négative. L'homme peut agir de manière négative en construisant des barrages ou en polluant l'eau. On est bien d'accord que c'est de manière indirecte, car ce n'est pas le but. On ne construit pas des barrages où on ne pollue pas l'eau, juste pour le plaisir d'embêter le saumon. C'est juste que c'est une activité indirecte, enfin une conséquence indirecte de l'activité des hommes. On précise quand même, mais c'est quand même important de le dire, parce qu'on est quand même un peu conscient de ces choses-là maintenant, que l'homme peut aussi avoir une action positive en mettant en place des échelles à saumon. Donc des échelles à saumon, hop là, c'est ceci, parce que c'est la photo que vous avez à gauche, qui en fait le saumon est capable de sauter par-dessus des obstacles, notamment dans les torrents, quand il s'agit de monter une cascade ou de sauter par-dessus des pierres. Donc l'échelle à saumon reprend un peu ce principe-là, c'est que le saumon est capable de remonter les marches en sautant, d'un bon coup de nageoire, pour arriver dans la partie supérieure du cours d'eau et continuer son chemin. Vous voyez quand même évidemment sur la photo qu'une échelle à poisson, c'est beaucoup plus étroit et beaucoup plus localisé qu'une rivière entière.
Donc forcément, le nombre de saumons qui arrivent à reconnaître l'endroit pour se diriger, il y a forcément un certain nombre de saumons qui ne trouvent pas le passage. De l'autre côté, photo de droite, un toboggan à poisson, c'est exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que quand le poisson arrive au niveau d'un barrage, l'eau peut être entre autres dirigée vers ce toboggan, donc sur lequel le poisson va se placer, et il va être ensuite, comme ça, emmené vers la partie inférieure du cours d'eau pour redescendre. Donc il y a quand même des initiatives qui sont mises en place de la part de l'homme pour limiter son activité, mais même si ça amortit un peu la casse, c'est pas non plus aussi, on va dire, optimal pour des espèces qui ont créé leur développement quand ces barrages-là étaient absents. Voilà. Le bilan de ces activités. Le nombre d'individus dans une population peut varier au cours du temps et en fonction de la disponibilité des ressources alimentaires. Le nombre de naissances d'une espèce varie d'une année à l'autre en fonction de la disponibilité des ressources alimentaires. L'environnement a donc une influence sur la dynamique des populations. La dynamique des populations, c'est comment les populations évoluent au cours du temps. Donc on se rappelle, plus de nourriture, plus de bébés. Voilà une influence directe de l'environnement sur la dynamique des populations. L'homme, toujours lui, en essayant de se maintenir dans son milieu, donc se maintenir dans notre milieu, c'est-à-dire l'activité qu'on fait pour rester compétitif, vivant, avoir à manger de l'électricité, toutes ces choses qui sont liées au confort moderne. Donc l'homme, en essayant de se maintenir dans son milieu, peut porter atteinte à la biodiversité. En agissant indirectement sur la reproduction du saumon, par exemple, il a un impact négatif. Cependant, il peut aussi préserver la biodiversité quand il prend conscience de son impact et avoir ainsi un impact positif sur la reproduction de cette même espèce, donc en mettant en place des mesures qui vont favoriser cette reproduction. Voilà, donc tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout rose. Certes, l'activité humaine est quand même assez envahissante, on va dire, et a pas mal de soucis, mais il y a localement des initiatives qui sont prises, qui seront jamais aussi efficaces que la nature qu'on va laisser vivre sa vie tranquille, mais en tout cas qui limitent un peu les dégâts, nous permettant donc nous d'avoir des activités. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir de ce chapitre 4, activité 3. La reproduction dépend de son environnement, l'environnement naturel de base de l'animal autour de lui et des conditions du milieu, climatique, nourriture et compagnie, mais aussi donc du milieu tel qu'il est impacté par la présence des humains. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Je vous laisse revoir évidemment ces documents, reprendre vite fait les analyses qui ont été faites dessus, voir si vous seriez arrivé vous-même à trouver ces documents, ces conclusions. À partir de ces documents-là, c'est typiquement, encore une fois, l'exercice qu'on vous demandera le plus souvent de faire en SVT, analyser des documents. Je vais le dire à chaque cours, de toute façon, parce que c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Donc, bien être attentif aux données des documents, essayer de bien comprendre comment est-ce qu'ils s'articulent, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qu'on en déduit, nous, une fois qu'on a ces données-là par rapport aux hypothèses qu'on a posées au début. Encore une fois, je vous rappelle, mais je vous l'ai déjà dit dans la note de pronote que je vous ai envoyée, que je suis extrêmement facilement joignable en cas de besoin. Vous me joignez par mail, par pronote, dans les commentaires ici s'il y a besoin. Vous n'hésitez jamais à venir me poser des questions. Je suis là pour ça, puisqu'on ne peut pas se voir en vrai. Voilà. J'ai regardé un petit peu les nombres de vues de la semaine dernière. On a à peu près 2/3 à 3/4 des élèves qui sont venus voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Ce serait bien que les autres le fassent également. Ceux qui ont accès en tout cas à YouTube, mais en général, c'est pas trop un problème. Histoire qu'on sache à peu près combien de personnes ont été touchées par ces vidéos. Donc quand on aura dépassé le nombre complet des élèves que j'ai dans les 4 quatrièmes et dans les 4 cinquièmes que je gère aussi, je serai fixé sur le fait qu'à peu près tout le monde a vu les cours. Donc ça serait bien d'y aller. Voilà, ça me fera plaisir et au moins ça me montre que je bosse pas pour rien. Sur ce, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite de ce cours sur la reproduction. On abordera la reproduction asexuée rapidement, puisque c'est quelque chose qu'on doit voir aussi. Comme ça, on aura fait un petit peu le tour de ce phénomène-là. Voilà. Sur ce, restez confinés, restez bien chez vous, continuez à prendre soin de vous et des vôtres, et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.